Et ben, bonjour Cécile, ravie de Salut te Sophia. recevoir aujourd'hui. Attends, je vais remonter tout ça, sinon on va pas voir ma tête. C'est bon, ça marche. Bon, en tout cas, ben, bravo pour ton travail. Je t'ai découvert comme ça sur Instagram. Je sais pas trop pourquoi, t'as pas un gros compte et franchement, ce que tu fais, c'est fabuleux. Donc, Bah, c'est gentil, merci. vraiment, Ça me touche. bravo. Donc aujourd'hui, je voulais que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ton parcours à la céramike. On va aussi parler de tes résidences d'artistes qui en font rêver pas mal. Ah. Et donc on va voir tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de de ta venue vers la céramique? Ouais. Du coup, bah, pour parler de mon parcours, parce que c'est au cours de mon parcours que je suis arrivée à la céramique, j'ai fait d'abord, après mon bac, une prépa à Prépart à Paris, qui est une école à Paris. Et par la suite, je suis rentrée à l'École supérieure d'art de Lorraine à Épinal, donc c'est dans les Vosges. Et j'ai obtenu là-bas un diplôme national d'art et technique en mention design graphique, parce qu'à la base, je voulais faire du dessin. Et en fait, je j'ai pas fait de dessin, en fait, complètement. J'ai fait surtout du volume, parce que au cours de ce cursus, j'ai pas mal travaillé autour des artistes et des écrivains voyageurs, des artistes marcheurs notamment. Donc, pour expliquer ce que c'est en gros, c'est des artistes qui ont besoin de voyager, que ce soit imaginairement, mais aussi par la marche, enfin un voyage physique en fait, pour créer une œuvre. Et je pense que c'est ça, petit à petit, qui m'a orientée en fait vers les résidences artistiques aussi. Et aussi au cours de ce cursus, j'ai lu pas mal de livres, des livres d'explorateurs, des livres de photographes animaliers qui travaillent dans les régions polaires. Et en fait, ça a été plus un cursus qui m'a nourri au niveau de la, je pense, créatif. Et ensuite, j'ai essayé de retranscrire tout ça. Alors, soit avec le volume. Donc, bon, comme c'était une école plutôt tournée autour de l'illustration, j'ai pas mal travaillé autour des papiers, par exemple, pour retrouver un peu les textures des régions polaires. J'ai travaillé pas mal avec les papiers blancs, les papiers gaufrés, des papiers épais. Et puis après, je me suis dit, ah, le papier, c'est pas, c'est un peu frustrant. J'ai envie d'aller plus loin. Du coup, j'ai travaillé avec du bois. Puis après, j'avais touché un peu la céramique rapidement pendant des cours du soir, mais c'était surtout de la faïence blanche. Et puis, j'avais fait une installation aussi en sucre et en sel, une grande installation que j'avais exposée dans un musée où les gens pouvaient marcher, dessiner dedans. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était ce processus de symboliser un peu un territoire fragile comme l'Antarctique par exemple ou l'Arctique qui est lentement détruit par la main humaine et je me suis dit ouais, cette matière colle plutôt bien. C'était assez éphémère par contre et je pense que ce que j'ai bien aimé avec la céramique c'était ce côté de durabilité en fait et aussi de toucher et je pense que c'est ça qui m'a motivée par la suite, après avoir ce diplôme, d'aller faire une formation en céramique. Donc j'ai fait un brevet des métiers d'art en céramique à Longchamp, vers Dijon, c'est vers Dijon. Et j'ai fait du coup cette formation qui est plutôt technique, donc beaucoup de tournage, comment appliquer un émail, un peu de modelage. Enfin c'était voilà tous les types de décors. C'était un premier bagage pour moi qui m'a permis de toucher la matière et aussi de découvrir des techniques voilà très très classiques. Et puis, c'est mon prof de tournage qui s'appelle Valérie Maillot, qui est potier, qui m'a dit il faudrait que tu fasses la maison de la céramique de Dieulefit, parce que c'est une école qui est très riche. Enfin, on voit beaucoup de techniques différentes et aussi que ça va te permettre plus tard dans ton atelier à avoir de la matière à travailler. Ce qui n'est pas forcément évident, je pense, après un brevet des métiers d'art où on apprend des techniques, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire après à l'atelier. Donc j'ai fait cette école à Dieulefit, la maison de la céramique, et j'ai adoré. Franchement, je la conseille. C'est une formation d'un an complet, et on fait beaucoup de stages chez des potiers pendant les vacances scolaires, et on voit énormément de techniques différentes. Et c'est quoi l'intitulé de cette formation? Pardon? C'est quoi l'intitulé, le nom de cette formation? Alors ça s'appelle la formation, elle s'appelle céramiste, je crois. Et c'est voilà, c'est un diplôme en un an. Donc voilà, il faut juste pouvoir vivre dans la Drôme pendant un an. Et c'était super. Ouais, c'est pas mal. Et au final, oui, ça te permet d'explorer le style et la technique vers laquelle tu veux aller, quoi. Ouais, exactement. Puis c'est là aussi où j'ai pu toucher pour la première fois vraiment la porcelaine, parce que comme c'est une terre assez chère, il y a pas tous les ateliers n'en ont pas forcément.
Et là, j'ai vraiment trouvé la matière qui me plaisait parce que la porcelaine, elle a vraiment ce côté translucide, solide, à la fois fragile. Elle fissure facilement, elle est un peu capricieuse et c'est vraiment toutes ces aspérités que je m'imaginais avec la glace, par exemple en Arctique. Donc, je pense que c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment mon intérêt pour les pôles qui m'a amené vers la céramique et surtout la porcelaine, pour le coup. Ok. Donc on va enchaîner en fait sur la technique. On a déjà eu quelques questions là-dessus. Donc toi, tu as choisi de travailler justement la porcelaine pour cet aspect un peu capricieux et justement pour ces difficultés-là. Toi, en fait, tu pastilles pas mal. En fait, tu crées une première pièce et tu pastilles pas mal. Comment est-ce que tu fais pour gérer donc les problèmes qui peuvent être liés à tout ça, que ce soit peut-être les fissures, que ce soit peut-être les décollements? Comment est-ce que tu fais pour faire ça? Et après aussi pour manipuler la pièce avant cuisson pour pas que tout se casse, quoi. Alors après, avec la porcelaine, c'est vrai que des fissures, ça m'arrive de temps en temps d'en avoir, mais moi, comme j'ai un séchage extrêmement lent, je pense que ça réduit un peu les risques. Euh, mais c'est pas mal, plutôt les déformations moi, à chaque fois qui me surprennent à la sortie du four. Les fissures, ça va, j'en ai pas trop. Parce que je pense que vraiment, ce qui joue avec la porcelaine, c'est de sécher ses pièces très lentement, les laisser sous plastique quelques jours, et petit à petit les sortir, même si on a, comment dire, fait une pièce assez rapidement, très épaisse, faut vraiment la faire sécher très lentement. Et puis, tu me disais pour le pastillage, c'est ça, des petites Oui, parties? oui. Et Euh, donc, toi, quand tu dis en fait faire sécher très lentement, ça implique quoi? Ça veut dire que tu la mets 2, 3 jours sous plastique, tu la mets plusieurs semaines en fait pour. Bah, moi, comme ma pièce, je passe un mois ou deux dessus. Déjà, je couvre la partie que je vais pas travailler tout de suite. En fait, c'est un travail, comment dire, par étapes. Donc, souvent, je commence par une partie, pas forcément la même. Ça peut être le bas, le haut. Et j'essaie de couvrir vraiment la partie que je travaille pas pour pas qu'elle sèche trop. Et, euh, et puis, alors moi, le séchage, en fait, comme je mets 1 ou 2 mois sur une pièce, bah, Oui, en c'est fait, sous ça se fait plastique. super En un lentement, mois. quoi. Ouais. Oui, tu essaies de la garder toujours à la même texture. Au final, pendant ces 1, 2 mois. Donc, ça prend tout ce temps-là à sécher, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est faisable en tout cas de faire une pièce en 1 ou 2 mois en la gardant un peu humide. Et Et donc, oui, donc je t'ai coupé, tu commençais à parler du pastillage. oui, alors pour les petites parties, les petits pics de porcelaine que je réalise, alors du coup je les fais tous un par un et puis ensuite je les colle avec une barbotine de porcelaine. Je mélange un peu de vinaigre quand même dedans pour que ça adhère mieux et je le fais sur une consistance alors humide mais pas trop humide non plus, pas trop sec. Enfin c'est un peu C'est entre dif- les deux. c'est difficile à expliquer Ouais. quelquefois. Bah, c'est pas consistance cuir, mais presque. Enfin, voilà. Un peu plus humide quand même. Et puis, euh, et puis voilà, je les colle après un par un sur la pièce avec la barbotine. Et je pense que ce qui joue, enfin, à part le séchage, je vois pas ce qui joue le plus. Mais en tout cas, je pense que c'est un travail. De toute façon, la céramique en général, pour moi, c'est un travail de lenteur. C'est un matériau très lent à travailler, que ce soit le séchage, la cuisson, et puis parfois, il y a des surprises, donc il faut recommencer. Donc, la porcelaine, c'est pareil, je pense aussi. Enfin, Ouais, ouais. c'est vraiment, oui, un travail que tu fais petit à petit. Donc toi, en fait, au niveau de ton procédé, tu travailles en fait déjà tu travailles déjà à créer un gros volume Ouais. qu'après tu vas venir peaufiner avec tout ce travail de terre colorée, de terre assemblée. Oui. Ah oui, oui, parce que je colore aussi mes porcelaines. Alors, je les colore avec des pigments réfractaires, donc ça peut être des colorants qu'on achète chez les fournisseurs. Là, j'essaye de faire un peu des pigments en mélangeant d'autres oxydes métalliques pour voir si ça change quelque chose. Bon, c'est en cours. Mais oui, j'aime bien mélanger les pigments avec ma terre, avec la porcelaine. Donc soit je le fais en mélangeant directement dans la terre malléable, soit je le fais dans la terre liquide et après je la laisse un peu sécher jusqu'à ce qu'elle ait une consistance plastique en fait. Donc le mieux c'est, je pense, si on veut vraiment faire ça bien, c'est de le faire quand c'est liquide.
de mélanger les pigments quand c'est liquide et après d'attendre que ça sèche. Moi, j'avoue, je le fais souvent quand la terre est plastique parce que je mets toute ma patience dans le modelage. J'en ai un peu moins pour le reste, je pense. Oui, oui, au final, oui, tu gagnes quand même en temps. Sinon, oui, tu es obligé d'utiliser la terre, de la terre que tu as déjà utilisée ou de la faire sécher pour Ouais, après la recycler. ouais, c'est ça. Donc oui, tu peux pas non plus passer un temps démesuré. Déjà que chaque pièce, au final, chaque pièce te prend combien de temps à réaliser? Bah, ça dépend de la taille et les couleurs, mais on est entre et 2 mois. Enfin, la plus grande m'a pris 2 mois. Mais en fait, ça dépend aussi de la technique parce que ça dépend, enfin, comment dire, l'épaisseur des poils de porcelaine, j'appelle ça comme ça. Et si j'ai beaucoup de couleurs, bah, je vais devoir peut-être m'arrêter et réfléchir plus à quelle couleur je vais mettre. Et puis, ouais, ça dépend vraiment chaque pièce et aussi la température extérieure, parce que c'est vrai que quand il fait très chaud, j'essaye de pas traîner et de réaliser le plus vite possible ma pièce. Donc parfois, je passe des jours entiers sans prendre de pause pendant plusieurs semaines, enfin de week-end, je veux dire par exemple, pour pouvoir la finir, parce que je sais que ça va sécher trop vite sinon. Oui, ouais, ouais. Oui, ce serait la mauvaise surprise, quoi. Ouais. Donc toi, au final, tu as eu donc un parcours assez complet et en fait qui t'a ramené vers la céramique. Mais donc au niveau de ta recherche de style, au niveau de ton... Aujourd'hui, tu as un style qui est quand même très affirmé. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que ça a été une évidence pour toi de par le travail et de par toutes ces recherches que tu avais fait auparavant? Alors, moi, je pense que c'est venu. Enfin, je pense que c'était évident à partir de mon cursus, comme je disais, à Épinal, en fait, où j'étais intéressée clairement par les pôles. Donc, c'était des premières inspirations et qui m'a amené à la porcelaine. Et je pense que ces premières inspirations, après, elles m'ont poussée à aller chercher plus loin et à voyager, en fait, et à partir, en fait, avant de créer mon atelier. Donc, je suis partie en résidence artistique pour ça, sans vraiment avoir comment dire, d'objectif. Et je me suis dit, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans ma manière de travailler ou est-ce que ça va être juste enfin, pas juste, mais est-ce que ça va être un voyage où je vais m'émerveiller et revenir et me dire que c'est pas ce sur quoi j'ai envie de travailler. Et en fait, ça a été complètement le contraire. Ma première résidence, ça m'a complètement bouleversée dans ma démarche. C'est grâce à elle, cette première résidence, que je travaille sur ces pièces aujourd'hui. Et je pense que ça va être, comment dire, une résidence qui va me suivre pendant tout mon parcours en céramique. Parce qu'elle a, pour le coup, elle a touché un point sensible en moi, je pense, c'est vraiment mon intérêt pour le Groenland, notamment. Donc, si vous voulez, je peux parler de cette première résidence, je sais pas. Ah ben oui, Et parfait, parce que ouais, voilà, il y a eu pas mal de questions là-dessus, justement. ouais, Tu vois, ok. c'est aussi comment est-ce que tu as mis sur pied ce projet de résidence, comment tu l'as financé et voilà, comment y avoir accès, quoi. Euh, alors, alors, je connaissais pas ça avant, les résidences artistiques. J'ai fait des recherches sur Internet pour voir comment partir dans un autre, enfin, partir ailleurs, mais tout en gardant une idée de travail et de projet artistique. Et là, j'ai découvert un peu ce terme de résidence. Alors, il y a un site Internet qui regroupe pas mal de résidences qui s'appelle Res Artis. Et tu as plein de résidences sur différents continents. Donc ça dépend ce que tu veux faire comme matériau. Est-ce que tu veux travailler ton matériau là-bas? Est-ce que c'est plus pour t'immerger, rentrer chez toi et travailler par la suite enfin, ça dépend vraiment ce qu'on cherche. Il y en a dans le privé, dans le public. Enfin. Et moi, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé à ce moment-là une résidence au Groenland sur un remorqueur, un ancien remorqueur pris dans la glace. Trop bien. Il faisait pas des résidences depuis très longtemps. Du coup, ça m'a interpellée et j'ai vu qu'il faisait un vernissage. Moi, à ce moment-là, j'étais à Diolfi. J'ai vu qu'ils faisaient un vernissage à Marseille à ce moment-là. Du coup, j'y suis allée, j'ai rencontré l'équipe et j'ai donné un dossier de candidature pour participer à cette résidence qui était l'inconnue totale. Et c'était super parce que bon, j'ai été prise de justesse parce qu'ils hésitaient entre plusieurs profils. Et surtout, la céramique, c'est pas le plus pratique à transporter. Clairement, quand tu veux faire une résidence à l'étranger, voilà, ça pèse lourd. Tu peux pas ramener tes pièces forcément en étant sûr qu'elles survivent au voyage. Mais j'ai tenté et puis j'ai été prise. Et du coup, cette résidence, elle s'est passée sur la côte. Alors c'était la côte ouest du Groenland.
Euh, et puis, c'était du coup sur un ancien remorqueur, c'était un bateau pris dans la banquise. Et on était plusieurs artistes. Alors, il y avait une graveuse, une dessinatrice, une chanteuse. Et chacune, en fait, on s'est nourri un peu de nos parcours, de nos inspirations. Et on s'est nourri aussi des paysages, d'environnement surtout, de la culture inuite, parce qu'on n'était pas loin d'un village inuit. Et c'est là-bas où j'ai découvert un peu ces matières, ces fourrures d'animaux polaires, parce que là-bas, c'est un matériau qui est vital pour eux, et aussi parce que l'animal est en fait tout simplement vital. C'est un truc qu'on oublie ici, mais chez eux, c'est vraiment quelque chose de sacré. Et je me suis dit que j'avais envie un peu de sculpter ce côté un peu sacré avec mon matériau à moi qui est la céramique. Parce que là-bas, bon, il y a pas d'argile, il n'y a pas de bois, donc c'est vraiment la matière animale pure qui est utilisée pour la sculpture. Donc ça peut être le pot, mais ça peut être les os aussi. Donc pour moi, tout se retrouvait dans la porcelaine en fait. C'est tellement lié, la glace aussi. Enfin, donc Ouais, c'était vraiment l'idéal pour moi cette résidence. et donc, tu disais en y allant que voilà, ton dossier avait été compliqué à être sélectionné parce que la céramique était lourde. Pourquoi? Parce que tu amènes là-bas, en fait, tu avais amené tes pains de porcelaine pour après les travailler sur le bateau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, après, on présente un projet, en fait. Donc, c'est toi qui choisis vraiment ce que tu as envie d'emmener. Moi, je voulais emmener de la terre, clairement. Parce que je voulais voir aussi comment la porcelaine réagissait quand elle était congelée et décongelée. Enfin, voilà. Donc, j'ai essayé ça et ça a apporté des craquelures, des choses qui se rapprochaient vachement de la glace. Et puis, j'avais besoin aussi, je pense, moi, je pense que voilà, j'arrive pas à dessiner ou, enfin, j'aime bien écrire, par exemple, mais voilà, j'avais besoin de ce matériau pour créer. C'était vital aussi en quelque sorte. Et bon, après, j'ai pas fait beaucoup de modelage, j'ai fait quelques pièces quand même. J'avais fait beaucoup de sculptures d'ossements d'animaux polaires et quelques textures de fourrure qui n'ont pas survécu, bien sûr, au voyage. Et je pense que, ouais, pour moi, c'est vraiment mon matériau comment dire, de De créatif, en fait. recherche, quoi. Oui, voilà, exactement. Et donc, t'as été là-bas. L'expédition, la résidence a duré combien de temps? Alors, en général, les résidences, elles durent un mois, celles que je fais. Je pense que c'est un minimum un mois pour s'immerger dans un endroit qui est différent, qui est complètement différent. Et même, j'aurais voulu rester plus longtemps, mais c'était déjà super. Donc, ouais, c'est un mois Et environ. comment t'as pu, comment tu finances ces résidences? Alors, ça dépend un peu chacun. Moi, j'avais fait un deuxième job à côté, un job alimentaire, enfin alimentaire et qui me permettait de mettre des sous de côté pendant plusieurs mois. Et puis, j'ai des collègues à ce moment-là, elles avaient des sponsors, par exemple. Donc ça, c'est faisable aussi de trouver, mais c'est quand même un gros boulot. Il faut les chercher quand même bien à l'avance. Et on avait aussi fait, pour une autre résidence, on avait fait un crowdfunding, ça avait pas mal marché, par exemple en proposant des contreparties en céramique ou autre. Mais ouais, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des sponsors, je pense. Voilà. Après, Après, c'est vrai que dans le monde de la céramique, des sponsors, c'est peut-être pas évident à trouver, quoi. non, c'est vrai. Après, j'ai pas regardé, j'avoue, j'ai pas cherché de ce côté-là parce que pour moi, c'est une source un peu moins fiable en fait, parce qu'on peut facilement te dire non. Tu peux chercher pendant très longtemps et tout le monde peut te dire non. Du coup, je préférais à ce moment-là avoir un deuxième job, même si ça prend du temps, ou faire un crowdfunding, même si ça prend du temps aussi. Mais pour moi, c'était un petit peu moins, voilà, comment dire, c'était plus sûr, quoi. Ouais, ouais. Oui, au moins tu dépendais que de toi ou Ouais, de ce que tu pouvais c'est ça. proposer aux personnes. Alors, on avait une question. Quel est le statut que tu as choisi? Artiste-auteur ou auto-entrepreneur? Alors, bah, moi, je suis auto-entrepreneur pour l'instant, mais j'aimerais bien bifurquer après pour un statut d'artiste. Mais c'est vrai que pour l'instant, auto-entrepreneur, ça me convient parce que c'est assez simple. Donc, je pense que quand financièrement, je pense que je serais plus rentable et plus sûre, je bifurquerais sur un autre statut. Et ça Là, c'est impacte quoi, ça impacte quoi le statut d'artiste auteur? Tu le sais? Pourquoi euh, tu aimerais avoir ce statut? je, je- enfin, à ce que j'ai compris, je pense que les cotisations sont un peu plus chères parce que tu es un petit peu mieux, un peu mieux assuré, je pense. Et c'est un peu plus compliqué peut-être aussi.
Pour l'instant, moi, je reste dans le plus simple et c'est vrai qu'après, par la suite, je vais voir si je change ou pas. Ok. Donc là, ça, c'était ta première résidence d'artiste. Est-ce que tu as renouvelé l'expérience ou est-ce que tu comptes renouveler l'expérience? Ouais, bah, j'ai renouvelé l'expérience après. En fait, j'ai fait que des résidences artistiques sur des bateaux. Pourquoi Ça t'a plu, quoi? c'est de quoi? Ça t'a plu, cette expérience sur le bateau? Ouais, alors là, c'était un bateau figé, du coup, c'était complètement différent de ceux d'après où j'ai fait des navigations, du coup, sur des bateaux en eau libre. Je suis partie en 2021 en Norvège, autour des îles Lofoten. Je suis partie sur un ancien bateau météo en Norvège. Et c'était super aussi. On a vu beaucoup de paysages et de faune. Bon, par contre, là, c'était dans la nuit totale, donc c'était très différent. Et puis après, je suis partie l'année dernière sur un voilier écologique. Donc ça, c'était chouette parce que je suis allée au Groenland et j'y suis arrivée en bateau. C'est complètement différent que quand tu y arrives en avion. Parce que là, vraiment, tu te prends vraiment, on peut dire ça, tu te prends la glace vraiment dans le bateau, quoi. On arrivait et on avait les morceaux voilà, de glace flottante qui nous frottaient autour. Enfin, c'était incroyable cette arrivée. Et en plus, c'était un bateau écologique, donc il marchait à l'énergie solaire et au vent. Du coup, on faisait pas de bruit et c'était le meilleur moyen de pouvoir observer la nature, les animaux sans les déranger. Parce que souvent, quand on a un moteur, bah, du coup, tout ce qui vit autour s'éloigne. Et du coup, c'était aussi la première fois que je voyais le Groenland l'été. Donc, j'ai vu pas mal d'animaux. Ça a continué à m'inspirer, en fait, pour mon travail d'aujourd'hui. Et aussi, on a vu quelques communautés groenlandaises qui travaillaient les peaux et tout. Donc, c'était chouette. Et puis la prochaine résidence, alors c'est assez différent dans le projet. Ça reste une résidence sur bateau. Ce sera en mois d'août où je partirai sur le Tara, qui est un voilier d'expédition scientifique. Et ils prennent des artistes, alors je sais pas, à peu près tous les 2, 3 ans peut-être, pour des expéditions et ils te demandent juste de présenter un projet. Donc là, ce serait plus en lien avec le microbiome marin parce que leur rôle à eux, c'est de faire des recherches, des échantillonnages d'organismes marins et puis de comprendre aussi quel est l'impact du réchauffement climatique et de la pollution plastique sur ces organismes. Donc là, c'est un projet assez différent, mais toujours en lien avec la protection de l'environnement et de la nature. Donc je ne sais pas du tout ce qui va en sortir et bah, j'ai hâte de Oh, ben, voir. c'est fabuleux, c'est Ouais. super. Donc, tout ça, tout ton travail, toute cette formation, voilà, toutes ces résidences ont découlé sur le Grand Prix que tu as obtenu il y a donc l'an dernier, c'était ça. C'est ça, ouais. Euh, Ce Grand Prix, donc, attends, je me trompe à chaque fois, le Grand Prix de la jeune création des métiers d'art, est-ce que tu trouves qu'il t'a ouvert des portes? Alors le prix, bah, déjà, il m'a permis de comment dire, de me conforter dans l'idée que ce que je faisais était concret en quelque sorte. Et ça a été comme une reconnaissance en fait. Donc je pense qu'il a pas mal permis aussi la communication de mon travail parce que j'ai eu quand même quelques articles dans la presse, voilà, des interviews. Et puis j'ai pu aussi me faire contacter par des galeries parce que moi mon réseau c'est surtout des galeries et des salons. Mais je pense que ce qui m'a le plus, comment dire, boosté en quelque sorte, c'est le salon Révélation. Parce qu'avec ce prix, du coup, tu gagnes une place dans un salon, un grand salon. Donc là, c'était Révélation, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est surtout là où, pour le coup, c'est vraiment, as les contacts qui viennent te voir, enfin, des gens qui viennent te voir, qui viennent te dire en vrai ce qu'ils pensent de ton travail. Et là, c'était beaucoup plus fort pour moi émotionnellement que d'avoir comment dire des contacts par mail ou voilà ou des gens qui regardent ton travail sur Instagram. Là, c'était vraiment Oui, enfin c'était pour moi dans le c'était vrai, fort. quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est surtout ce salon qui m'a apporté beaucoup de choses et qui continue parce que c'était il y a pas longtemps. Mais du coup, on verra par la suite ce que ça donne. Bon, ben, en tout cas, super. En tout cas, bravo. Donc, pour terminer, donc tu nous as parlé au tout début de ton parcours et de ton exploration de tous ces créatifs qui voyagent. Est-ce que tu pourrais nous partager des livres, des personnes qui t'ont inspiré dans cette voie-là?
Alors, des livres, moi, c'est ce que je peux conseiller, par exemple, si vous voulez lire un livre qui peut faire découvrir un peu la culture groenlandaise. C'est un roman qui est assez connu, je pense que pas mal de gens l'ont lu, c'est de Pierre Edos, je crois que c'est Bérengère Cournu. C'est un livre qui, pour le coup, donne, enfin comment dire, fait découvrir un peu la vie des peuples en Arctique, donc surtout du peuple groenlandais, de la place des femmes aussi, et surtout de la dureté de la vie là-bas. Mais il y a un côté très chamanique en fait, parce que la culture groenlandaise, il y a une place très forte autour du chamanisme. Donc ce livre, je le conseille parce il est très chouette. Et puis il fait voyager pour le coup. Puis l'écrivaine n'est pas allée là-bas et elle a vachement étudié en fait ces cultures et enfin on a l'impression d'y être en fait et je trouve ça chouette. C'est comme un voyage imaginaire en fait en quelque sorte. Donc je le conseille pour au moins découvrir un peu la culture groenlandaise. Ok, bon ben super. Bon, ben super. Et ben en tout cas, bravo, bravo Cécile pour ce parcours, bravo pour tout ce que tu as mis en place, ces expéditions, tu fasses ce travail d'artiste que tu fais. Merci. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses par la suite et bonne continuation et bon été. Merci. Tu nous diras comment ça se Ouais, passe. merci pour l'invitation. Allez, merci pour tout et merci à tous ceux qui nous suivent. Bonnes vacances parce que nous on se retrouve aussi en septembre et merci, merci beaucoup Cécile.